La Chartreuse de Parme, vous connaissez. Ah oui, un grand classique de Stendhal. Exactement, et on va plonger dedans aujourd'hui. Enfin, pas complètement, on ne va pas tout vous dévoiler, hein. Ni l'intrigue, ni la fin, surtout pas la fin. Mais on va essayer de comprendre ensemble ce qui rend ce livre si fascinant. On va parler des thèmes, des personnages et des moments importants pour vous donner envie de le lire, vous aussi. Oui, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de vous donner un avant-goût, de piquer votre curiosité, sans gâcher le plaisir de la découverte. Et pour ça, on va s'appuyer sur des extraits du livre lui-même, publié par Kio Édition. Exactement. Alors, prêt à embarquer avec nous dans ce deep dive? On commence par le début, évidemment. Et là, Stendhal nous surprend tout de suite. Ah bon? Comment ça? Eh bien, l'histoire de Fabrice Del Dongo, notre héros, ne commence pas à sa naissance. Elle commence en avant. Un en avant sa naissance. Mais pourquoi? Parce que Stendhal veut nous plonger dans le contexte historique. On est en 1796, les Français sont chassés de Milan. C'est un moment clé pour comprendre la suite des événements. D'accord. Et Fabrice, il est né dans quelle famille? Il est le second fils du marquis del Dongo, un noble très attaché aux traditions, qui déteste tout ce qui est nouveau. Il a un frère aîné, Ascanio, qui est son préféré, et à qui il destine toute sa fortune. Ah oui, le classique conflit entre les deux frères. Exactement. Et puis, Fabrice a à peine 2 ans quand Bonaparte fait son retour triomphal en Italie après la bataille de Marengo. Ah oui, Marengo, la grande victoire de Napoléon. Oui, et à Milan, c'est l'euphorie. Stendhal parle d'une amoureuse folie, d'un engouement extraordinaire pour Bonaparte. Mais cette fois, les Milanais sont aussi animés par un désir de vengeance. Ils ont appris la haine pendant l'occupation autrichienne et ça va marquer durablement les esprits. C'est vrai. Et cette alternance d'espoir et de violence, elle va imprégner tout le roman. Et du coup, avec le retour des Français, qu'est-ce qui se passe pour les familles nobles comme celle de Fabrice? Eh bien, c'est un peu la panique. Ceux qui ont collaboré avec les Autrichiens doivent fuir. C'est le cas du marquis del Dongo, qui part se réfugier dans ses terres. Et les autres? Ceux qui étaient restés fidèles à la France. Eux, ils reviennent en triomphe. On assiste à un véritable chassé-croisé. Les patriotes exilés rentrent à Milan, tandis que ceux qui les avaient remplacés prennent la fuite. Et comment réagit la noblesse milanaise face à ces bouleversements? De façon très contrastée. Les hommes ont peur, ils sont en colère, ils regrettent le bon vieux temps, mais leurs femmes et leurs filles, elles sont plus nostalgiques de la période française. Ah bon. Pourquoi? Eh bien, elles regrettent les bals, les fêtes, la vie sociale animée. Sous l'occupation autrichienne, la vie était beaucoup plus terne. Donc une vision différente de l'histoire selon le genre. Tout à fait. Et il y a cette fameuse prophétie de Saint Jovita dont tout le monde parle à Milan. Ah oui, la prophétie qui annonçait la chute de Napoléon après 13 semaines. 13 semaines. Oui, c'est ce que disait la prophétie, mais bien sûr, ça ne s'est pas réalisé. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a adapté la prophétie. On a dit que ce n'était pas 13 semaines, mais 13 mois. Ah, la belle affaire. Oui, mais ça montre bien le poids des croyances et la façon dont on peut les manipuler. C'est vrai. Et du coup, comment est éduqué Fabrice dans ce contexte si particulier? Eh bien, son père, le marquis del Dongo, est un personnage très ambivalent. Il se méfie des idées nouvelles, il pense qu'elles ont perdu l'Italie. Pourtant, il veut envoyer Fabrice chez les Jésuites. Oui, mais pour éviter qu'il ne soit contaminé par des idées trop libérales, il lui choisit un précepteur particulier, l'abbé Blanes. Qui est cet abbé Blanes? C'est le curé de Grianta, un village près du lac de Côme. Il est très pieux, mais pas très savant. Et il est chargé d'enseigner le latin à Fabrice. Oui, mais il ne le connaît pas très bien lui-même. Il se contente de réciter des prières en latin sans vraiment les comprendre. Ah, d'accord. Et malgré tout, il inspire le respect, voire la crainte. Oui, il a une certaine aura. Et puis, il a toujours dit que la prophétie de Saint Jovita ne se réaliserait pas. Ah bon, Oui, il pensait qu'elle avait un autre sens plus mystérieux. intéressant. Et du coup, quelle influence a-t-il sur Fabrice? Eh bien, Fabrice ne comprend pas grand-chose à l'astrologie, mais il se met à croire aux présages. Au présage. Oui, par exemple, si Fabrice voit un prêtre en sortant de chez lui, il considère que c'est un mauvais présage et il rentre chez lui. Ah oui, je vois le genre. Et sinon, quelles sont les occupations de Fabrice pendant son enfance? Il aime beaucoup l'aventure. Il organise des expéditions nocturnes sur le lac de Côme avec ses amis. Des expéditions nocturnes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont visiter les lignes de pêche des autres la nuit, avant que les pêcheurs n'arrivent. Ah d'accord, je vois. Et ils adorent ça. Ils aiment le danger, l'excitation de la nuit. Et avant de partir, il récite un Ave Maria. Oui, ils ont leur petit rituel. On voit que Fabrice est déjà attiré par le risque et le mystère. Et comment se retrouve-t-il embarqué dans les guerres napoléoniennes? Eh bien, c'est assez inattendu.
Un jour, il rencontre des vivandières, ces femmes qui suivent les armées pour vendre des provisions aux soldats. D'accord. Et il leur demande où se trouve le 4e régiment de hussards. Mais il fait partie de ce régiment. Non, pas du tout. Il n'a aucune expérience militaire, mais il est persuadé d'en faire partie. Ah, d'accord. Et les vivandières, elles le prennent au sérieux. L'une d'elles, oui. Elle est amusée par sa naïveté. Elle le prend pour un jeune bourgeois amoureux d'une femme de hussard. Et elles le conseillent. Oui, elle lui dit de ne pas se précipiter, qu'il est encore trop jeune pour manier le sabre. Et Fabrice, il écoute ses conseils. Oui, il est très influençable. Il se laisse guider par les autres, un peu comme un enfant. Et du coup, il se retrouve sur un champ de bataille. Oui, mais sa première expérience de la guerre est très décevante. Comment ça? Eh bien, il passe la journée à escorter un général sans jamais se battre. Il est déçu. Oui, il trouve ça absurde de risquer sa vie sans même combattre. Et il finit par se battre quand même. Oui, mais par accident. Il voit un cavalier ennemi et il lui tire dessus comme s'il était à la chasse. Ah, d'accord. Et il est très content de lui. Il ne réalise pas encore la gravité de son acte. Et après? Eh bien, il apprend que les soldats qui l'ont pillé étaient français. Ah oui, la confusion de la guerre. Exactement. Fabrice ne comprend plus rien. Il ne sait plus qui est l'ennemi. C'est là qu'il rencontre le caporal Aubry. Oui, et Aubry lui explique l'importance de porter un uniforme et d'appartenir à un régiment. Pour ne pas être pris pour un espion. Voilà. C'est une révélation pour Fabrice. Il réalise qu'il n'a rien compris à la guerre. Et la déroute arrive. Oui, les Français fuient devant les Cosaques. Et Fabrice? Il est perdu. Il ne sait plus quoi faire. Il essaie de retrouver la cantinière. Oui, mais elle est furieuse contre lui. Elle l'accuse d'être responsable de ses malheurs. Et Fabrice? Il est désolé et lui propose de l'argent, mais elle refuse. Et il libère son cheval. Oui, c'est un geste de compassion. Il veut l'aider à s'enfuir. Et il se retrouve seul. Seul sur la route, avec beaucoup de questions et peu de réponses. Il arrive à l'auberge du Cheval Blanc. Oui, et là, il rencontre un officier de cavalerie, un homme désabusé, qui lui parle de la vanité de la gloire. Un peu comme dans Le Rouge et le Noir, avec Julien Sorel qui rêve de gloire militaire. Oui, c'est un thème récurrent chez Stendhal. L'illusion de la gloire, la désillusion qui suit. C'est vrai. Et pendant ce temps, à Milan, que se passe-t-il? Eh bien, on fait la connaissance de la comtesse Pietranera et du comte Mosca. La comtesse Pietranera. Oui, c'est une femme intelligente, spirituelle, qui observe avec lucidité le monde qui l'entoure. Et le comte Mosca. C'est un homme de pouvoir, ambitieux, mais aussi amoureux de la comtesse. Ah, une histoire d'amour. Oui, mais une histoire compliquée. Le comte est jaloux, possessif, il a peur de vieillir. Et la comtesse, elle l'aime. C'est difficile à dire. Elle lui dit qu'il est l'homme qu'elle préfère à Milan, mais elle est attirée par la jeunesse de Fabrice. Ah, le triangle amoureux. Exactement. Et la duchesse Sanseverina, on la rencontre quand? On la voit dans le chapitre 6, lors d'une rencontre avec Fabio Conti près du lac de Côme. Fabio Conti. Oui, c'est un général qui sera important plus tard dans l'histoire. D'accord. Et la duchesse, elle est comment? Elle est très belle, très intelligente, très ambitieuse. Un peu comme la comtesse Pietranera. Oui, mais en plus puissante. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui l'obtient. D'accord. Et elle a un rôle à jouer dans l'histoire de Fabrice. Oui, un rôle majeur. Elle est sa tante et elle va tout faire pour l'aider à réussir. Et le prince Ernest Catard, on en a parlé tout à l'heure, il est comment? C'est un tyran. Il est cruel, méfiant, obsédé par le pouvoir. Et il n'aime pas Fabrice. Non, il le soupçonne d'être un libéral, un ennemi du régime. Et la duchesse, elle arrive à le manipuler. Oui, en partie. Elle sait jouer de ses charmes, de son intelligence. D'accord. Et la marquise Raversi, c'est qui? C'est l'ennemi juré de la duchesse. Elle est jalouse de sa beauté, de son influence. Et elle va essayer de lui nuire. Oui, elle va comploter contre elle. Elle va tout faire pour la détruire. Ah, ça promet. Oui, l'intrigue se complique. Et du coup, quel est le projet de la duchesse pour Fabrice? Elle veut qu'il fasse carrière dans l'Église. Elle le voit devenir monsignor, puis prélat. Et Fabrice, il est d'accord. Pas vraiment. Il rêve plutôt d'une carrière militaire. Ah oui, il veut être comme Napoléon. Exactement. Mais il est très attaché à sa tante et il va finir par céder à ses désirs. Et la situation politique à Parme, elle est comment? Elle est très tendue. Le prince est de plus en plus autoritaire. Il y a des complots, des rumeurs. Et la duchesse? Elle essaie de naviguer dans ces eaux troubles, de protéger ses intérêts et ceux de Fabrice. Et l'annonce de la création d'un journal ultramonarchiste. Eh oui, ça c'est un coup de dieu pour la duchesse et ses amis libéraux. Et comment réagissent-ils?
Le comte Mosca, qui est en fin politique, essaye de minimiser l'impact de ce journal. En attendant des jours meilleurs. Exactement. Et cette fameuse visite du prince chez la duchesse. Ah oui, c'est un événement. Le prince, qui n'a jamais mis les pieds chez la duchesse, décide de lui rendre visite à l'improviste. Mais pourquoi? On ne sait pas vraiment. Est-ce un geste de courtoisie, un signe de faiblesse ou un piège? En tout cas, la duchesse est ravie. Elle voit ça comme une victoire personnelle. Et le comte Mosca. Il est jaloux, bien sûr. Il a peur que la duchesse ne soit attirée par le prince. Et le prince, il est sincère. Difficile à dire. On le voit discuter avec sa femme après la visite et on comprend qu'il est très calculateur. Il joue un double jeu. C'est possible. Et la duchesse, elle se doute de quelque chose. Elle dit au comte que c'était une idée bien imprudente de la part du prince. Mais elle a l'air d'apprécier le jeu. Le jeu du pouvoir. Exactement. Et pendant ce temps, que devient Fabrice? Il est toujours à Naples, où il poursuit ses études de théologie. Mais il se passionne pour l'archéologie. L'archéologie. Oui, il aime fouiller le passé et découvrir des vestiges antiques. C'est un peu comme une enquête, non? Oui, c'est une façon de reconstituer le passé, de comprendre d'où l'on vient. Et les femmes, il en a beaucoup. Oui, il a des maîtresses, mais il ne semble pas vraiment amoureux. Il attend la bonne. Peut-être. Et il finit par revenir à Parme. Oui, après 4 ans d'absence, il est nommé Monsignor et il revient à Parme. Et comment se passe son retour? Il va se recueillir sur la tombe de ses ancêtres, puis il se rend chez la duchesse. Et le comte Mosca? Il est là aussi, bien sûr. Et il remarque que la duchesse regarde Fabrice avec un certain intérêt. Ah, la jalousie. Oui, le comte est de plus en plus jaloux. Il voit bien que Fabrice est jeune, beau, plein d'avenir. Et le prince, il réagit comment au retour de Fabrice? Il est méfiant. Il n'aime pas les Napolitains. Il les trouve trop intelligents, trop libéraux. Et Fabrice, il se rend compte du danger. Non, pas vraiment. Il est naïf, il fait confiance à sa tante. Et le comte Mosca, il essaie de le protéger. Oui, il retarde sa nomination à un poste plus important pour ne pas attirer l'attention du prince. C'est une bonne stratégie. Oui, mais ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que Fabrice va commettre une imprudence. Ah bon, laquelle? Il va se battre en duel avec un acteur, Giletti. Un acteur. Mais pourquoi? C'est une histoire compliquée. Giletti a insulté la duchesse et Fabrice a voulu la défendre. Ah, le chevalier servant. Exactement. Mais ce duel va avoir des conséquences dramatiques. Pourquoi? Parce que Fabrice va tuer Giletti. Ah non. Et il va devoir s'enfuir pour éviter la prison. Et la duchesse? Elle va tout faire pour l'aider. Elle va mettre en place un plan d'évasion. Et le comte Mosca? Il va l'aider aussi, bien sûr, mais il est de plus en plus déchiré entre son amour pour la duchesse et sa jalousie pour Fabrice. Ah, le pauvre. Oui, c'est un personnage tragique. Qui Fabrice, il arrive à s'enfuir. Oui, mais au prix de nombreux dangers et sacrifices. Il va devoir abandonner tout ce qu'il aime. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Non, bien sûr. Il y a encore beaucoup de rebondissements à venir. Des amours, des trahisons, des complots. Et la fin? Ah, la fin, je ne peux pas vous la dévoiler. Il faut lire le livre pour la découvrir. Vous avez raison. Mais dites-moi, est-ce que Fabrice trouvera le bonheur? C'est une bonne question. Stendhal nous laisse le soin d'y répondre. Exactement. Mais une chose est sûre. La Chartreuse de Parme est un roman qui ne laisse pas indifférent. C'est vrai, c'est un livre qui nous fait réfléchir sur l'amour, l'ambition, le pouvoir, la liberté. Et sur la complexité de la nature humaine. Tout à fait. Si vous êtes intrigué par ce que vous venez d'entendre, n'hésitez pas à vous procurer l'édition illustrée de La Chartreuse de Parme, publiée par Qui Édition et disponible sur Amazon.fr. Vous ne le regretterez pas. C'est un livre qui vous marquera à jamais. À bientôt pour un nouveau Deep Dive. À bientôt.